J'étais plongée dans la réconciliation du 3e trimestre lorsque mon ordinateur portable a émis un signal pour un appel vidéo entrant. L'indicateur Maison Wexler clignotait à l'écran comme un témoin d'alerte. J'ai hésité, puis j'ai accepté. Le visage de ma mère a rempli l'écran, pratiquement radieux. « Léona, ma chérie, nous avons la plus merveilleuse des nouvelles », a-t-elle gazouillé. Cette voix, ce ton, cela signifiait toujours que j'allais perdre quelque chose. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, tapotant mon stylo sur le bureau. Qu'est-ce qui se passe ? Papa est apparu à côté d'elle, rayonnant comme un homme qui vient de gagner à la loterie. Tu sais à quel point Brun stresse à propos du mariage ? C'est tout réglé maintenant. Oh, ai-je dit prudemment. Maman a joint ses mains. Nous avons vendu ta maison au bord du lac. La pièce a basculé. Vous avez fait quoi ? Votre maison au bord du lac ? A-t-elle répété comme si je ne l'avais pas entendu. Nous avons eu une offre incroyable au-dessus du prix demandé, et c'est parfait. Nous avons viré la compte pour le lieu ce matin. N'est-ce pas incroyable ? Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Cette maison n'était pas juste une propriété. C'était la tranquillité. C'était la paix. C'était à moi. Tu ne l'utilisais même pas, a ajouté papa. Elle est restée vide pendant des années. Je travaillais, papa, à Boston. Pas en vacances. Exactement, a gazouillé maman. Alors pourquoi laisser une maison entière gaspillée ? Brun mérite un mariage magnifique et de cette façon, elle aura tout ce dont elle a rêvé. C'est ton cadeau pour elle. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine se resserrer et se bloquer. C'est merveilleux, ai-je réussi à dire. Maman a applaudi. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si généreuse. Brun va être ravi, a ajouté papa. Elle l'est déjà. Maman a dit qu'elle avait choisi sa robe hier, a dit maman. Attends que tu la vois. C'est de la soie faite à la main d'Italie. Ils ont continué à parler, souriant comme si nous planifions des vacances et non pas en train de disséquer ma vie. J'ai regardé leur visage rempli de célébration, complètement inconscient. Quoi qu'il en soit, a dit maman en ajustant la caméra, nous voulions juste partager la bonne nouvelle. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi, ai-je répondu avec un calme étudié et j'ai cliqué pour mettre fin à l'appel. Le silence qui a suivi était plus fort que tout ce qu'ils avaient dit. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai attrapé mon téléphone. Il n'y avait qu'une seule personne que je devais appeler. J'ai acheté la maison au bord du lac quand j'avais 28 ans. Seule. Pas de co-signataire. Pas de félicitations de la part de ma famille. Juste moi, un avocat spécialisé en immobilier, et un banquier qui m'a appelé « Monsieur » dans la chaîne de mai. Elle se trouvait sur une portion tranquille du lac, Champagne, avec un large porche et un quai qui sortait comme une mâchoire obstinée. Je l'ai meublé lentement, avec des livres d'occasion, un fauteuil usé, des couvertures tissées à la main d'un artisan du Vermont qui ne se souvenait jamais de mon nom. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. Le seul espace intact par la culpabilité, l'attente ou la performance. Je n'ai même pas parlé de cela à ma famille avant 6 mois plus tard, et quand je l'ai fait, ma mère a à peine levé les yeux de son mot croisé. Ça doit être agréable, avait-elle dit. C'était le premier mois où j'ai commencé à envoyer de l'argent à la maison. C'était subtil au début. 300 $ ici, un paiement par carte de crédit là, la facture de frais de scolarité de Bin, le chauffe-eau, le leasing de la voiture de papa. Dès la 2e année, c'était automatique, programmé, aseptisé par des sociétés écrans et des virements en ligne. Je n'en ai jamais parlé. Ils n'ont jamais demandé d'où cela venait. C'était plus facile ainsi pour eux. À un moment donné, j'ai arrêté de compter. J'ai arrêté de visiter la maison aussi. Cela faisait moins mal d'imaginer qu'elle était immaculée et intacte que d'y retourner et de la trouver remplie des besoins des autres. Mais une chose que je n'avais pas oubliée, que je ne pouvais pas oublier, c'était ce que j'avais fait 18 mois après la clôture. J'ai transféré le titre de propriété sous une société holding que j'avais créée pendant mes études supérieures, Wexmont Holdings.
Elle était dormante jusqu'à ce que je lui donne un but. Personne d'autre ne le savait, pas même Nathalie. Je ne l'avais pas fait parce que je m'attendais à ce qu'il me vole. Je l'avais fait parce qu'au fond de moi, je savais qu'il le pourrait. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert le disque crypté. Tout y était. L'acte de propriété originale, les documents de transfert, les déclarations fiscales, une police d'assurance discrète cachée à la vue de tous. Puis j'ai appelé Nathalie. Nathalie a décroché à la deuxième sonnerie. Léona. Waouh! Ça fait une éternité. J'ai besoin d'une faveur, ai-je dit. Quelque chose de légal. Quelque chose d'important. Elle n'a pas hésité. J'écoute. Je pense que mes parents viennent de vendre une maison qu'ils ne possédaient pas. Il y a eu une pause. Pardon? J'ai tout expliqué. Comment ils avaient appelé ce matin, rayonnant comme s'ils avaient gagné à la loterie, annonçant fièrement qu'ils avaient vendu ma maison au bord du lac pour payer le mariage de Brun. Comment ils en avaient parlé comme si j'aurais dû être fière. Et voici le truc, ai-je ajouté en ouvrant le PDF sur mon écran. Ils n'ont pas vendu ma maison. Ils ont vendu une propriété appartenant à Wexmont Holdings. Ta société holding, Nathalie, a dit Nathalie, sa voix se crispant. Celle que nous avons créée ensemble. Exactement. J'ai déplacé le titre il y a des années. Je viens de vérifier, c'est toujours sous Wexmont. Ils ont falsifié ma signature sur les documents de vente. Jésus, Léona. Ils ont toujours su où était la clé, où étaient les papiers. Je leur ai fait trop confiance. Tu leur as tout donné, a-t-elle corrigé, et ils l'ont utilisé pour commettre une fraude criminelle. J'ai expiré lentement. Ce mot rend les choses réelles. C'est réel, et s'ils ont encaissé ce chèque, c'est aussi traçable. J'ai minimisé les fichiers de titre et je me suis rassis sur ma chaise. Ai-je un cas? Nathalie a ri amèrement. Tu n'as pas juste un cas, tu as une bombe nucléaire. Falsification, fausse déclaration, vol d'actifs de société. Ce n'est pas juste une dispute familiale, Léona. C'est criminel. J'ai regardé l'écran, les visages souriants de mes parents figés dans la miniature de l'appel. Ils pensaient s'en être tirés. Ils pensaient que je hocherais la tête, que j'enverrais un cadeau, peut-être que j'offrirais de payer le groupe. Je leur envoie de l'argent depuis des années, ai-je dit calmement. Hypothèque, carte de crédit, prêt de Brun. Je ne voulais pas de reconnaissance. Je voulais juste qu'ils ne se noient pas. Le ton de Nathalie s'est adouci. Et ils se sont retournés et t'ont entraîné par le fond quand même. J'aurais dû les laisser tomber. Tu as essayé. Tu t'es acheté une île. Ils ont juste pagayé après toi. Je n'ai pas répondu. Je rédigeais déjà les documents. Ma main ne tremblait pas. Pas cette fois. Laisse-moi deviner, a dit Nathalie. Tu n'appelles pas pour te plaindre. Non, ai-je dit, j'appelle pour me battre. Le modèle était déjà dans les fichiers de Nathalie. Nous l'avons modifié, remplacé les noms, les dates, l'identifiant de la propriété, puis nous l'avons transmis au conseil de Wexmont pour un examen officiel. En 48 heures, un avis de saisie immobilière a été préparé, notarié et envoyé à la porte d'entrée de mes parents par courrier certifié. Pas de menaces, pas d'explications, juste les faits. La vente était non autorisée. L'acheteur était victime de fraude et tous les fonds étaient gelés en attendant une enquête judiciaire. Wexmont Holdings affirmait ses droits. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je n'ai même pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai ouvert notre ancien groupe de discussion familiale, celui qui était silencieux depuis plus d'1 an, et j'ai envoyé un seul message. Vérifiez votre courrier. C'était tout. Puis, j'ai fermé l'application, éteint mon ordinateur portable et me suis fait du thé. J'ai attendu dans le silence de mon appartement. Le seul bruit, le cliquetis de la cuillère contre la porcelaine. Le silence était vif, mais pas vide. Ils voulaient que je sois silencieuse, obéissante, la figure de fond qui gardait les lumières allumées. Alors, je leur ai donné ce qu'ils avaient demandé.
Une version du silence qu'il ne saurait pas gérer. Au matin, 3 messages ont clignoté sur mon écran. Un de maman. Chérie, est-ce que quelque chose s'est passé? Le facteur a déposé quelque chose de confus. Un de papa. Nous devrions parler, Léona. Et un de Brun. C'est à propos de ta stupide maison, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. J'ai tout transféré à Nathalie, elle a répondu 2 minutes plus tard. Ils sont secoués. Bien. J'ai posé mon téléphone face vers le bas sur la table et j'ai regardé le ciel gris de Boston. Je n'avais pas encore gagné, mais quelque chose avait changé. Pour une fois, ce n'était pas moi qui attendais d'être pardonné. Ce n'était pas moi qui nettoyais les dégâts de quelqu'un d'autre. Cette fois, ils allaient sentir ce que c'était que de se tenir dans une tempête qu'ils ne pouvaient pas voir venir. Le premier email de Destiny est arrivé à 6h42. Objet, problème de paiement urgent. Mariage Gilmore. Elle était polie au début, presque désolée. Bonjour Léona, je fais suite concernant plusieurs paiements rejetés liés à l'événement à venir. Le lieu a demandé une confirmation immédiate et le fleuriste demande un nouvel acompte. Quelqu'un de votre famille peut-il m'appeler? Je n'ai pas répondu. Vers midi, il y en avait 5 autres. Le ton a changé. Le désespoir suintait des phrases. Le groupe exige un paiement comptant d'avance. Le Grand Vista dit qu'ils vont libérer votre date s'ils n'ont pas de nouvelles dans les 48 heures. Veuillez aviser le plus rapidement possible. J'ai capturé chaque message et je les ai transférés à Nathalie. Elle a répondu avec un simple pouce levé. Pendant ce temps, Brun publiait des selfies de mariés comme si de rien n'était. Son Instagram était un compte à rebours de mariage en pastel doux, robe en dentelle, mains manucurées, flûte à champagne, posée sur des orteils pédicurés, dernier essayage avant le grand jour. J'ai hâte d'épouser mon prince, bénie et rayonnante. Les commentaires étaient remplis d'émojis de cœur et de Gaulle. Aucun de ses followers ne savait que l'échec rebondissait ou que le quatuor à cordes n'avait pas confirmé. L'illusion tenait pour l'instant, mais je pouvais voir les fissures se former. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de vin et j'ai lu la dernière de Destiny. Celle-ci était marquée comme urgente. Réponse requise. Bonjour Léona. J'ai maintenant reçu des avertissements de cette fournisseur concernant des annulations en cours. J'ai essayé de contacter vos parents, mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. S'il vous plaît, mon nom figure sur certains contrats. Ma réputation est en jeu. Toujours rien, je n'ai rien dit. Ils ont construit ce fantasme sur de l'argent qu'ils ne possédaient pas, sur une maison qui n'était pas la leur, et sur la conviction que je resterais silencieuse pour toujours. Mais le silence ne signifie pas la reddition. J'ai versé un autre verre et j'ai ouvert le dossier que Nathalie m'avait envoyé, les documents officiels d'injonction préparés pour le dépôt le lendemain. Ce n'était plus un avertissement. C'était le début de l'effondrement. À 9h15, Nathalie avait déposé l'injonction. Le greffier du tribunal a confirmé la réception. Le juge qui nous a été assigné avait une réputation d'efficacité. En quelques heures, une ordonnance de restriction temporaire a été émise. La vente était gelée. Tous les fonds signalés pour enquête pour fraude. La position légale de Wexmont Holdings était désormais officielle. Mes parents n'avaient pas seulement vendu une maison, ils avaient tenté de blanchir des biens volés par une boucle fermée d'intitulations et d'hypothèses. Je n'avais pas besoin de l'annoncer. L'avalanche a commencé d'elle-même. En fin d'après-midi, mon téléphone a commencé à vibrer. Le groupe de discussion familiale, silencieux depuis des mois, s'est illuminé comme une fusée de détresse. Maman, chérie, il y a un problème avec la banque. Peux-tu vérifier papa? Léona? Nous recevons des appels étranges du bureau des titres de propriété. Brun, qu'as-tu fait? Je n'ai pas répondu. Puis les appels téléphoniques ont commencé. 10 appels manqués en moins de 30 minutes. J'ai mis le fil de discussion en sourdine et j'ai posé mon téléphone face vers le bas sur le comptoir. Laissez-les paniquer. Laissez-les deviner.
J'ai ouvert mon ordinateur portable pour un email de l'agent d'entiercement me mettant en copie avec mon avocat. Tous les décaissements ont été suspendus en attendant un examen juridique. Un autre message a suivi quelques minutes plus tard de l'agent immobilier de l'acheteur. Veuillez nous contacter immédiatement pour clarifier la structure de propriété. Notre client est extrêmement préoccupé. J'ai pris une longue gorgée de café et j'ai actualisé la boîte de réception de Destiny. Une nouvelle ligne d'objet était apparue. Aide. Je perds le contrôle du mariage. Elle n'avait aucune idée à quel point cela allait empirer. Je n'aimais pas regarder les choses s'effondrer, pas de la manière dont Brun l'aurait fait si les rôles avaient été inversés. Mais il y avait une satisfaction tranquille et brutale à laisser la cause rencontrer les faits. Ils avaient agi sans demander, sans vérifier, sans jamais considérer que je pourrais ne pas simplement me coucher et accepter. Maintenant, l'argent était bloqué, le calendrier était ruiné, et chaque appel qu'il passait se heurtait au même mur. Mon silence. J'ai fermé tous les onglets sauf un, le statut en direct de l'ordonnance de restriction. Actif, était-il écrit. Nathalie a envoyé un message, ils vont le sentir dès ce matin. Je n'ai pas répondu. Je regardais juste. L'appel est arrivé juste après minuit. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais j'ai quand même répondu. Une partie de moi voulait entendre à quel point ils avaient chuté. Léona. La voix de ma mère était presque méconnaissable. Ma chérie, ne raccroche pas, s'il te plaît. Je n'ai rien dit. La voix de papa est venue ensuite, cassante, mais essayant toujours de rester calme. Nous avons juste besoin de parler. Il y a eu une confusion. Quelque chose avec la banque. Vous voulez dire l'enquête pour fraude? Ai-je dit. C'est cette confusion. Un silence s'est étiré. Léona, nous ne savions pas, a murmuré maman. Nous pensions. Vous pensiez quoi? Ma voix n'a pas augmenté. Elle n'en avait pas besoin. Que la maison était juste là, attendant que vous la vendiez. Que vous aviez droit à quelque chose que vous n'aviez jamais gagné. Nous avions besoin d'argent, a-t-elle dit presque childlike. Le mariage de Brun. Vous aviez de l'argent. Ai-je coupé? Je vous donne $800 par mois depuis 4 ans. J'ai payé votre hypothèque. J'ai couvert vos cartes de crédit, vos paiements de voiture, la moitié des frais de scolarité de Brun. Plus de silence. Je pensais que c'était d'un parent, a murmuré papa. C'en était un, ai-je dit, celui que vous avez élevé. Celui que vous avez appris à être utile, pas aimé. Maman a commencé à pleurer, de grands sanglots étranglés. Nous ne savions pas que c'était toi. Non, vous ne vouliez pas savoir parce que si vous le saviez, vous devriez vous sentir coupable de la facilité avec laquelle c'était à prendre. Nous essayons juste de garder les choses à flot, a dit papa. Tu réussis si bien, et c'est pourquoi tu pensais que je ne remarquerais pas quand tu me volerais. Ne dis pas ça, a crié maman. Nous sommes une famille. Non, ai-je dit doucement. Vous n'avez pas élevé une fille. Vous avez élevé un filet de sécurité. Il n'y a pas eu de cri à l'autre bout du fil. Plus d'excuses. J'étais votre ange gardien, ai-je dit. Et vous avez volé chez elle. J'ai raccroché, non pas parce que j'étais en colère, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Mon téléphone s'est allumé à nouveau quelques secondes plus tard. Je l'ai éteint et je me suis assise dans le noir, le seul son dans la pièce, ma propre respiration. Ils n'appelaient pas pour arranger les choses. Ils appelaient parce qu'ils réalisaient enfin ce que cela signifiait de me perdre. Le titre de l'article a fait les gros titres de la presse locale 2 jours avant l'audience. Famille de la mariée accusée de fraude immobilière pour financer un mariage à $120 000. Je n'ai pas fuité l'information, mais je ne l'ai pas non plus empêchée. Destiny, la planificatrice, a fait une déclaration à la presse, en larmes, en colère. Elle a dit qu'elle avait été trompée, qu'elle avait été laissée avec des milliers de pertes de fournisseurs et une réputation ruinée. Les commentaires étaient brutaux. La sympathie n'était pas pour Brun. Au tribunal, le procureur a tout exposé.
Les signatures falsifiées, la vente illégale, la piste financière remontant à Wexmont Holdings. Ils m'ont appelé à la barre en premier. J'ai parlé clairement. Pas de larmes, pas de vengeance, juste des chiffres, des chronologies et des reçus. Mes parents étaient assis à la table de la défense, raides et pâles. Leur avocat n'a pas dit grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Puis Brun a témoigné. Elle a tenu 3 minutes avant de s'effondrer. Elle est jalouse, a-t-elle crié en me pointant du doigt. Elle a toujours été jalouse. Elle ne supportait pas que ce soit mon tour d'être heureuse. Madame Wexler, a averti le juge. Elle ne veut pas de famille. Elle veut juste tout gâcher. La sécurité se déplaçait déjà avant que le juge ne donne l'ordre. Ils l'ont escortée dehors alors qu'elle renversait sa chaise. La pièce était de nouveau silencieuse. Le juge s'est tourné vers mes parents. Monsieur et Madame Wexler, vous n'avez pas seulement violé la loi. Vous avez violé la confiance. Vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas averti. Vous avez falsifié la signature de votre fille et traité sa propriété comme un distributeur automatique familial. Le lèvre de maman tremblait. Papa fixait juste le sol. Lorsque vous avez falsifié sa signature, a dit froidement le juge, vous avez perdu le droit de vous appeler sa famille. Le marteau est tombé. Les accusations ont été portées. La sentence suivrait. Dehors, les caméras attendaient. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué à marcher devant les reporters, devant les flashs, jusqu'aux marches du palais de justice. Je ne me sentais pas triomphante, mais je me sentais terminée. La maison au bord du lac avait exactement le même aspect. Les mêmes volets blancs écaillés, le même marchepied grinçant, les mêmes carillons éoliens que ma mère avait achetés un jour lors d'un voyage routier et oubliés le lendemain. Mais elles ne me semblaient plus miennes. J'ai traversé chaque pièce lentement. Les meubles étaient exactement comme je les avais laissés, intacts, immaculés. Mais quelque chose dans l'air avait changé. Cela sentait le souvenir, pas le foyer. Chaque coin abritait le fantôme de quelque chose qui me réconfortait autrefois. Maintenant, cela me rappelait seulement à quel point le réconfort peut être facilement retourné contre vous. Je me suis arrêtée près de l'étagère, mes doigts effleurant la tranche d'un roman que j'avais relu pendant une longue pause hivernale. Je rêvais dans cette maison, je planifiais des avenirs, je respirais librement. Puis j'ai pensé à l'appel, celui où ils m'ont dit qu'elle était partie comme si elle n'avait jamais eu d'importance. Je me suis assise au bord du lit et j'ai regardé le lac, immobile comme du verre. C'était mon sanctuaire, ma preuve que je pouvais construire quelque chose sans eux. Maintenant, ce n'était qu'une boîte remplie des hypothèses de quelqu'un d'autre. Je me suis levée, j'ai sorti mon trousseau de clés de ma poche et je suis retournée à la cuisine. Il n'y a pas eu de geste dramatique, pas de coup de porte. J'ai simplement posé les clés sur le comptoir, une sortie silencieuse d'un endroit qui n'avait plus besoin de moi et dont je n'avais plus besoin. J'ai fermé la porte derrière moi et je n'ai pas regardé en arrière. De retour à Boston, je me suis assise sur le sol de mon appartement et j'ai ouvert mes contacts. Un par un, je les ai supprimés. Maman, papa, Brun, tous les cousins qui envoyaient des messages culpabilisants pour garder la famille unie. Cela ne piquait pas. Cela ressemblait à du nettoyage. Puis j'ai ouvert un nouveau compte dans une petite coopérative de crédit à laquelle personne de mon passé n'avait accès. Pas de permission conjointe, pas de virements automatiques, juste le mien. Quand l'appel est arrivé, j'ai presque laissé aller à la messagerie vocale, mais j'ai répondu. Ici le détective Rowe, a dit la voix. Je pensais que vous voudriez savoir que votre affaire mène à d'autres. Nous avons eu 3 autres enfants adultes qui ont signalé des abus financiers depuis votre audience. Ils ont vu votre histoire. Pendant un moment, je n'ai pas parlé. Puis j'ai dit, bien. Parfois, il faut une personne prête à tout brûler. Je ne l'ai pas brûlé. J'ai dit qu'il l'avait fait. Je ne faisais que cesser de les protéger de la fumée. Il a marqué une pause, puis moi, et a raccroché. J'ai regardé l'écran un peu plus longtemps, puis je l'ai éteint. Ce soir-là, j'ai préparé un petit sac. Je n'ai dit à personne où j'allais.
Personne n'avait besoin de le savoir. La seule destination qui comptait était quelque part où il ne pouvait pas me suivre. Au lever du soleil, je suis monté dans un train en direction du nord. Je n'avais pas d'adresse, juste une idée. Les arbres défilaient devant la fenêtre, et pour la première fois depuis des années, je ne calculais pas les besoins de quelqu'un d'autre. Je ne vérifiais pas mon solde pour couvrir l'erreur de quelqu'un d'autre. Le téléphone sur mes genoux n'a pas vibré une seule fois. Personne ne savait où j'étais. Personne n'attendait rien. Et pour la première fois de ma vie, ce silence ne ressemblait pas à de l'exil. Il ressemblait à de la libère.